Merci beaucoup Xavier. Bonjour à toutes et à tous. Je tiens d'abord à remercier le comité universitaire d'information pédagogique, le CUIP, et les collègues organisateurs, en particulier Laurent Gutiérrez, de leur invitation et de son invitation, plus précisément, à intervenir dans ce colloque sur l'éducation nouvelle. Donc, à la suite des deux interventions que vous avez pu entendre, celle de Laurent qui a évoqué l'histoire et les difficultés rencontrées par Ferrière avec la revue Pour l'ère nouvelle dans la décennie 1920, et l'intervention de Marie Vergnon qui a présenté les différences de politique éditoriale entre Pour l'ère nouvelle et The New Era s'agissant de la place des œuvres pédagogiques et des textes écrits par Helen Parkhurst et Carlton Washburn. Eh bien, je souhaiterais poursuivre la réflexion comparative sur ces deux revues en mettant en regard certains articles qui y sont publiés durant l'entre-deux-guerres, en particulier en 1923, à la suite du congrès de Montreux. Dans le cadre de cette communication, je vais, à partir d'une comparaison d'articles publiés dans ces deux revues, donc, interroger les différences de positionnement entre The New Era et Pour l'ère nouvelle à l'égard des États-Unis, en montrant qu'on assiste, pratiquement dès l'origine, à un positionnement différent des deux revues à l'égard de ce pays, qui préfigure à bien des égards la division de l'éducation nouvelle qui émerge dans les années 1930 entre un clan anglo-saxon d'une part et un clan des pays dits de langue latine sous le leadership de la France. Alors, ça fonctionne très bien. À cet égard, cette communication, elle s'inscrit dans le prolongement des travaux historiques qui ont déjà été faits sur ces revues, dont vous trouvez quelques titres reproduits sur la diapositive, en particulier ceux de Béatrice Engeli-Jenny, qui a analysé finement ces revues, plus précisément Pour l'ère nouvelle, notamment à partir de l'analyse des sommaires, et ceux de Rita Hofstetter et Bernard Schnevely, qui ont proposé dans leur conférence inaugurale de ce colloque une analyse extrêmement stimulante de 1774 articles publiés entre 1922 et 1932 dans les trois revues de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, que sont The New Era, Pour l'ère nouvelle, et la revue allemande, excusez mon accent allemand, je ne parle pas allemand, Das Werdende Zeitalter. Et Rita Hofstetter et Bernard Schnevely ont bien montré dans leur analyse de ces articles qu'il n'y a pas de différence fondamentale dans le contenu de ces trois revues et de leur conception éditoriale d'une manière générale. Approximativement la moitié des textes publiés dans ces revues pendant la décennie 1922-1932 sont des comptes rendus d'expériences pédagogiques locales ou des comptes rendus des congrès de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Ces comptes rendus d'expériences locales, ils prennent une place plus importante dans la revue anglophone que dans la revue francophone. Ces deux revues m'intéressant particulièrement dans cette communication. Et l'autre moitié des articles qu'on trouve dans ces revues, eh bien, ce sont des discussions théoriques, discussions sur des questions théoriques, en lien avec l'éducation, sur des matières pédagogiques, des questions scolaires, de curriculum, des références scientifiques au sens large. Béatrice Engeli-Jenny a quant à elle bien montré que ces revues sont au début des années 1920 très proches, elles sont même des organes officiels de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle qui est fondée à Calais en 1921 par les rédacteurs de ces trois revues, Adolphe Ferrière, Béatrice Ensor et Elisabeth Roten. Et elles vont reproduire très souvent, sous forme d'articles, des conférences qui sont proposées lors de ces congrès de la Ligue. Béatrice Engeli-Jenny a également insisté sur l'importance déterminante de ces rédacteurs et rédactrices, sur les choix stratégiques des revues, ainsi que sur la grande liberté qu'ils s'accordent dans la traduction des extraits et des textes. Elle insiste, je cite, sur le pouvoir de censure ou d'adaptation que détiennent ces rédacteurs. En effet, ceux-ci se donnent le droit d'adapter les textes qu'ils traduisent afin qu'ils soient conformes à, je cite, entre guillemets, ce qu'il est convenable de dire, selon les traditions sociales, culturelles et politiques du pays. Un pouvoir qui sous-entend que chaque rédacteur se donne le droit aussi de taire ce qui est moins convenable. La nécessité d'adapter certains articles révèle le poids des différences nationales et la sensibilité de certains pays aux discours et aux images que peuvent véhiculer certains écrits. Et on retrouve l'idée d'un filtre qui serait propre à chaque rédacteur. Dans le prolongement de ces travaux, il est utile,
pour appréhender l'histoire de la Ligue à travers ce qui est présenté dans l'historiographie communément comme ces organes officiels que sont ces revues, eh bien, il est utile de s'intéresser aux différences de traduction des articles qui sont reproduits dans ces revues. Ces différences qui relèvent là encore de choix conscients des rédacteurs sur ce qui leur semble convenable de dire ou non au public auquel ils s'adressent, dans les colonnes de leurs revues, ces différences permettent de révéler le poids des traditions nationales et les différences de positionnement et de stratégie éditoriale entre des revues qui sont théoriquement censées être neutres et promouvoir de manière commune et concertée les idéaux de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. De ce point de vue, la question de la traduction est intéressante pour ressaisir les logiques et les stratégies nationales à l'œuvre dans un mouvement qui se veut résolument international et fédérateur. Dans ce cadre, je vais en particulier m'intéresser, du coup vous l'aurez compris, à la différence de relations que les rédacteurs de Pour l'Ère Nouvelle et The New Era entretiennent à l'égard des États-Unis, en montrant qu'on assiste pratiquement dès l'origine à un positionnement différent des deux revues qui va préfigurer la division de l'éducation nouvelle qui va émerger dans les années 30 entre un clan anglo-saxon et un clan des pays de langue latine sous la direction ou sous le leadership de la France. Ces deux revues sont, et ça a été un peu dit, des organes officiels de la Ligue que leurs rédacteurs ont contribué à fonder en 1921. Béatrice Ensor dirige The New Era et Adolphe Ferrière, même s'il souhaite s'en débarrasser, c'est le rédacteur de Pour l'Ère Nouvelle qu'il considère comme sa revue. C'est lui qui sélectionne les articles à publier, qui rédige les chroniques de congrès et qui fait toutes les traductions d'articles issus des deux autres revues, et notamment de The New Era. La revue Pour l'Ère Nouvelle est fondée en 1922 suite au congrès de Calais. Et durant l'entre-deux-guerres, donc là je reprends l'analyse que fait Béatrice Angelini, vous avez deux périodes qui sont proposées, enfin deux périodes d'analyse. Une première période où vous avez un lien très fort avec l'ALIEN, avec la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, et puis à partir de 1932, congrès de Nice, un repli sur la France avec une dominante française et une réouverture relative vers l'international à partir de 1936, au moment du congrès de Cheltenham. Pour ce qui est de la revue The New Era, en revanche, elle est antérieure à 1922, cette revue, Marie l'a indiqué il y a quelques minutes, et elle se pense et elle se présente, cette revue, elle est présentée par Béatrice Ensor comme la revue qui est à l'origine des deux autres. On a déjà d'emblée, dès l'origine, une différence de positionnement de ce point de vue-là qui est important. Et l'évolution de cette revue se fait en 1930, à un moment où la revue va changer de titre. Elle va s'appeler The New Era in Home and School, avec l'idée qu'on va introduire davantage l'éducation familiale dans la revue, avec une volonté d'associer les parents aux efforts des éducateurs de l'éducation nouvelle. Et elle devient aussi, à partir de cette date, une revue plus anglophone. Ce tournant est entériné en 1932 lors du congrès de Nice, au cours duquel on insiste sur l'importance de la dimension sociale de l'éducation nouvelle, et où les représentants des États-Unis jouent un rôle important. Je cite Béatrice Angelini. Cette nouvelle orientation se confirme lors du congrès de Nice en 1932, où le thème, la transformation sociale et l'éducation, et les réflexions qu'il suscite, révèlent la préoccupation des éducateurs à prendre en compte davantage les dimensions sociales de l'éducation. Que ce soit dans The New Era ou dans Pour l'Ère Nouvelle, ce congrès est présenté comme un moment charnière dans l'histoire de la Ligue, au cours duquel de nombreux auteurs s'expriment en faveur de ce changement. Parmi eux, Harold Rugg, professeur au Teachers College de Columbia University, affirme que les méthodes développées dans les années 20 sont intéressantes, mais insuffisantes compte tenu de la nouvelle civilisation industrielle devenue chaotique. 1932 marque ainsi un tournant qui est aussi le moment d'une séparation des deux courants au sein de la Ligue, et peut-être aussi plus largement au sein de l'éducation nouvelle, car ce congrès de Nice était divisé en deux parties. C'était un congrès au sein duquel il y avait en fait deux congrès. Un congrès en langue française et un congrès en langue anglaise. Cette division, ou cette séparation en deux, a en fait des racines antérieures à 1932, qui sont visibles dès le début des années 20, dans les revues Pour l'Ère Nouvelle et The New Era. Excusez-moi, j'ai manqué une diapositive, donc c'était la citation que je vous ai citée il y a quelques secondes. Et cette différence d'orientation des deux revues se voit notamment
dans la très importante représentation dont a parlé Marie, des expériences pédagogiques états-uniennes qui sont présentées dans The New Era, comparativement à ce qu'on trouve dans Pour l'ère nouvelle, avec 2 numéros spéciaux consacrés aux États-Unis et une iconographie beaucoup plus riche que ce qu'on peut trouver dans Pour l'ère nouvelle. Lorsqu'on regarde les articles, qu'on regarde les 2 revues, un des éléments qui est le plus frappant tout de suite lorsqu'on regarde, on balaye les 2 revues, c'est qu'il y a une revue qui a de l'iconographie quasiment toutes les 2-3 pages, et une revue qui, au contraire, ne présente pas ou très peu d'iconographie. Il y en a, mais c'est beaucoup plus limité. Dans The New Era, on a également 2 numéros spéciaux qui sont consacrés aux États-Unis dès le début des années 20. Le premier numéro spécial est publié en avril 1923. Il porte sur l'enseignement de l'anglais dans le plan Dalton, avec Helen Parkhurst, du coup, et un deuxième numéro qui paraît 3 ans plus tard, en juillet 1926, qui porte sur l'éducation aux États-Unis. Les États-Unis sont donc une référence plus importante dans The New Era que dans Pour l'ère nouvelle. Alors, à l'évidence, on aura tendance à dire, c'est normal, il y a une forte proximité linguistique. Mais en réalité, c'est pas simplement une proximité linguistique, c'est une proximité idéologique et un positionnement politique extrêmement fort, et c'est là qu'il me semble qu'il est intéressant de s'intéresser à la manière dont des articles qui sont supposés, lorsqu'on s'intéresse uniquement au sommaire, être identiques, traduction d'un discours d'Adolphe Ferrière à un congrès de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle, on a la traduction dans The New Era, et on a le texte dans Pour l'ère nouvelle. Lorsqu'on regarde la traduction, en réalité, il y a des phénomènes de décrochage, des coupes qui sont opérées, et ces coupes, elles traduisent des différences de positionnement, notamment s'agissant du rapport aux États-Unis. Et c'est l'exemple que je voudrais donner là, et je reprends aussi les analyses qui ont été faites par Rita Hofstetter et Bernard Schnebly dans leur analyse, dans leur conférence inaugurale au début du colloque. On voit des choix de traduction qui sont extrêmement révélateurs, et je prendrai qu'un exemple dans le cadre de cette communication, mais il y en aurait beaucoup d'autres sur lesquels on aura peut-être l'occasion de discuter. C'est le discours d'inauguration d'Adolphe Ferrière, l'école active et l'esprit de service, lors du 2e congrès de la Ligue à Montreux, qui portait sur ce thème. Et dans ce discours, Ferrière dit la chose suivante, je cite, « Nous sommes à un tournant de l'histoire. À la suite de la Grande Guerre, le monde actuel offre un spectacle profondément navrant pour tout homme et toute femme de cœur. Dans la grande lutte séculaire entre les forces bonnes et les forces mauvaises, il semble que momentanément, celles-ci, les forces mauvaises, l'emportent. Trop souvent, les forces bonnes qui voudraient être constructives et travailler pour une ère nouvelle sont paralysées faute de fond. » Et donc je fais le lien avec la conférence, l'intervention de Laurent. Toutes les nations d'Europe se débattent dans des difficultés financières. Beaucoup de gens qui étaient riches avant la guerre sont pauvres. Peut-être qu'il parle de lui-même. Beaucoup de gens qui étaient riches avant la guerre sont pauvres. Ce sont souvent les meilleurs. Les appels adressés, et là on voit les appels adressés aux États-Unis d'Amérique restent sans réponse. Certes, les États-Unis ont fait beaucoup pour nourrir les enfants affamés et pour répandre les notions d'hygiène et de puriculture. Mais cela suffit-il? C'est du travail en quantité et non en qualité. Le travail en qualité consisterait à appuyer, à soutenir, à encourager les forces bonnes qui, en Europe, ont la volonté de préparer un avenir meilleur. Or, ce n'est pas le cas. Les États-Unis se désintéressent de l'Europe. Scandale. Ce désintéressement est coupable. Il tend à la ruine morale de l'Europe et du monde entier. Il se retournera donc finalement contre eux aussi. En Europe même, les forces bonnes sont trop souvent paralysées par les préjugés nationalistes étroits. Là, sans faire sans trop tirer sur le texte, on peut imaginer qu'il y a des échanges avec l'Angleterre qui ne sont pas satisfaits. Je ne poursuis pas la citation, parce que sinon ce serait un petit peu trop long, mais dans la suite du texte, Ferrière insiste sur l'importance de mettre en place dans l'école active une dimension de service. Il faut que l'école soit au service de la société. Et dans ce passage, on l'aura compris, Adolphe Ferrière formule une critique extrêmement forte, presque véhémente, à l'endroit des États-Unis, qui l'accusent, par leur désintéressement, de participer à la ruine de l'Europe. Eh bien, cette critique, lorsqu'on examine la traduction du texte de Ferrière dans The New Era, disparaît complètement. Elle est passée sous silence par Béatrice
Ensor, qui est, selon toute vraisemblance, l'auteur, enfin l'autrice de la traduction. C'est là une manière pour Ensor de marquer son désaccord avec la position de Ferrière et d'affirmer, au moins implicitement, une forme de solidarité avec les États-Unis à l'endroit de cette critique. Peut-être a-t-elle d'ailleurs été sollicitée et a-t-elle eu une position semblable. Il faudrait vérifier dans les archives. On le voit, donc le passage qui est en rouge, enfin qui est encadré comme ça en rouge, c'est le passage qui disparaît dans la traduction de ce discours en anglais. Et donc on voit que derrière un titre, lorsqu'on rentre dans l'examen des textes, il y a des différences de positionnement qui sont très marquées. Il ne s'agit bien évidemment pas d'un oubli, mais d'une véritable coupe d'une partie du discours de Ferrière. C'est tout un paragraphe qui disparaît et qui témoigne du rejet par Ensor de la position de Ferrière. Elle ne publiera pas cette critique dans les colonnes de sa revue. D'autres phénomènes semblables se trouvent également dans la revue Pour l'Ère Nouvelle. Il y a d'autres exemples qui fonctionnent, ça fonctionne dans les deux sens, et Marie a évoqué quelques-uns des exemples qu'on pourrait évoquer, notamment dans les choix des traductions opérées dans certains articles qui marquent des effacements de passages révélateurs de positionnements idéologiques distincts sur des questions pédagogiques qui sont évoquées et discutées lors des congrès de la Ligue. Cette différence de positionnement, elle est encore renforcée en 1932, lorsque The New Era se positionne clairement du côté des États-Unis et de Harold Rugg, je renvoie à la citation de tout à l'heure, qui appelle à une reconstruction éducative. Lorsqu'on regarde l'éditorial de la revue The New Era en octobre 1932, dans le sillage du positionnement de Rugg au congrès de Nice, eh bien, la revue insiste dans son éditorial sur la nécessité de faire évoluer l'éducation nouvelle. Je vous traduis le passage qui est ici. Ces nouvelles théories, celles de l'éducation nouvelle, poussées à l'extrême, étaient très dures pour les enfants. Les esprits les plus tendres étaient accablés par le besoin perpétuel de prendre leurs propres décisions, et les esprits les plus sauvages grandissaient si mal disciplinés qu'ils étaient incapables de tout effort de coopération, et donc exclus de ce qui devrait faire partie de la vie normale de n'importe quel homme. On voit une critique ici sur le régime de liberté qui est proposé dans les idées de l'éducation nouvelle. Une trop grande liberté, au final, est contre-productive. Nous sommes en train de revenir à une voie moyenne dans laquelle nous nous rendons compte que la personnalité de l'enfant doit être étudiée et qu'elle mérite tout l'amour et le respect, mais qu'il doit également respecter l'adulte. La fonction du parent et de l'enseignant est de l'entourer du genre d'environnement qui formera une base solide de bonnes habitudes, stimulera son imagination et son désir de travailler. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas une différence réelle et essentielle entre l'ancienne éducation et la nouvelle attitude à l'égard des enfants, car la nouvelle éducation est fondée sur la nouvelle psychologie qui commence à comprendre les éléments essentiels du développement humain et des relations humaines. On voit donc apparaître ici une forme de critique du premier courant de l'éducation nouvelle tel qu'il émerge dans les années 20, avec l'idée qu'il faut rompre avec la trop grande liberté accordée aux enfants, et il faut proposer une sorte d'intermédiaire, d'éducation nouvelle, qui soit une intermédiaire entre l'éducation ancienne, ce que la revue appelle l'éducation ancienne, et l'éducation nouvelle. On est là dans le sillage, si on connaît un petit peu les idées qui sont promulguées aux États-Unis à la même époque, c'est ce que proposent un certain nombre de réformateurs progressistes américains à l'époque. Proposer une voie moyenne, c'est presque une copie dans le texte de ce que propose John Dewey dans des essais dès le début du XXe siècle. On assiste alors, avec ces éléments-là, à l'affirmation d'un déplacement du centre de gravité de l'Europe vers les États-Unis. Je dis déplacement du centre de gravité, mais je ne suis pas certain que ce soit le terme qu'il faille employer. Parce qu'il n'est pas certain que le centre de gravité ait été à un moment réellement l'Europe. Et ça, c'est une question qui mériterait d'être interrogée et qui permet, vous voyez, le passage par la traduction ou l'étude des traductions permet de discuter la dimension d'affichage qu'on retrouve autour de ces revues, qui est portée par la Ligue elle-même, que ces revues sont les organes de la Ligue, des organes qui s'adaptent aux langues, mais qui ne traduisent pas, en aucun cas, des différences de positionnement politique et idéologique. En réalité, quand on regarde les choses de plus près, dès le début,
presque dès l'origine, il y a cette différence de positionnement idéologique, et c'est un point, il me semble, qui mériterait d'être travaillé, en lien avec ce que tu as indiqué au début de ton intervention, Laurent, la position que Daniel Amlin mettait en avant. Il y a l'histoire officielle, qui vaut ce qu'elle vaut, elle est toujours, voilà, même si, quand bien même elle serait pas tout à fait conforme à la réalité, eh bien elle a une forme de réalité dans la mesure où c'est le discours communément accepté, mais elle doit faire l'objet d'une forme de critique et de discussion à partir de l'étude des sources et des archives. Et là, en l'occurrence, le fait de l'entrée par la traduction des textes qui apparaissent dans les deux revues permet de révéler certains choix, certaines logiques ou positionnements des revues de la Ligue qui n'est pas visible par une analyse quantitative des sommaires des différentes revues et qui permet de nuancer, encore une fois, l'idée selon laquelle, dans la décennie 1920, ces revues auraient été essentiellement des organes de la Ligue internationale de l'éducation nouvelle. Ça permet, encore une fois, d'interroger la dimension rhétorique et d'affichage selon laquelle ces revues obéiraient aux mêmes logiques et fonctionneraient, serviraient une seule et même cause. En réalité, cette cause, elle est d'emblée, dès l'origine, travaillée par des tensions politiques, voire géopolitiques, qui s'expriment à l'intérieur même des courants d'éducation nouvelle. Et je vous remercie de votre attention.